Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une dès ce 20h. Le séminaire gouvernemental démarré mercredi dernier a pris fin aujourd'hui. 3 jours de travaux pour définir les axes prioritaires des différents départements ministériels sur la base du programme Une Côte d'Ivoire solidaire. Ce vendredi, dernière journée a été consacrée aux acteurs clés du secteur privé. Dans la région du Tchologo, les agriculteurs s'imprègnent des effets des changements climatiques. La rencontre présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, vise à former le monde paysan, notamment sur les alertes précoces, l'adaptation et la gestion des risques climatiques dans le secteur agricole. Le gouvernement continue d'exprimer sa solidarité aux victimes de l'accident de circulation survenu sur l'axe Yopougon à Bobo dans la matinée d'hier. Après le ministère des Transports, la ministre Miss Belmondogo visite les blessés. L'État assistera les blessés et les familles endeuillées. Le Tchad rend un ultime hommage à son président Idriss Déby, décédé en début de semaine. Il a été inhumé aujourd'hui. Plusieurs chefs d'État, dont le président français Emmanuel Macron, ont participé aux obsèques nationales tenues ce vendredi à N'Djamena, la capitale. Soyez les bienvenus sur RTI1. Le séminaire gouvernemental démarré mercredi dernier a pris fin aujourd'hui. 72 heures de travaux pour définir les axes prioritaires des différents départements ministériels sur la base du programme Une Côte d'Ivoire solidaire. Selon le Premier ministre Patrick Achi, les défis sont nombreux. Le gouvernement au travail ira encore plus vite pour l'amélioration du bien-être des populations. Alexis Ouedraogo. 72 heures pour asseoir une stratégie gouvernementale susceptible d'améliorer efficacement et réellement le quotidien des Ivoiriens. C'est l'exercice de ce séminaire gouvernemental qui ferme ses portes ce vendredi avec des objectifs très précis pour chaque département ministériel. Nous devons mobiliser des capitaux extérieurs pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le sport deviendra une source de création de richesses et d'emplois pour les jeunes générations. Les infrastructures, c'est le support quand même du développement. S'il n'y a pas de route, il n'y a pas de déplacement, il n'y a rien du tout. Les Ivoiriens auront une côtière d'ici 1 an et demi, la côtière sera entièrement terminée. Beaucoup de chantiers sur l'ensemble du territoire, nous repartons très heureux. Nous nous engageons dans un nouveau partenariat avec les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, un partenariat gagnant-gagnant. Nous avons un Premier ministre, qui est passionné par sa mission et nous sommes ses collaborateurs. Nous nous mettons dans cette dynamique-là pour réaliser ce que le président de la République a promis aux Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Et le gouvernement compte aller plus loin dans tous les secteurs pour la mise en œuvre du programme Côte d'Ivoire solidaire. Ce séminaire a permis d'élaborer les plans d'action prioritaires qui constitueront la base commune de travail gouvernemental sur la période 2021-2023 avec un focus sur l'année 2021. Note inédite de ce rendez-vous, la participation du secteur privé aux échanges ce vendredi, une initiative saluée. Cette journée est mémorable pour le secteur privé ivoirien. Je suis à mon 3e SMS reçu de collègues présidents de patronat d'Afrique centrale, d'autres régions de l'Afrique, qui ont eu l'information de cette rencontre et qui s'émerveillent devant ce qui se passe ici aujourd'hui au palais présidentiel de la Côte d'Ivoire. Et si le secteur privé s'émerveille ainsi, c'est que le gouvernement lui donne aujourd'hui la pleine place dans sa politique de développement. Aujourd'hui, nous avons souligné la nécessité d'optimiser le partenariat stratégique entre l'État et le monde des affaires, ainsi que le rôle majeur de l'entreprise privée dans la création de l'innovation, de l'emploi, de la valeur ajoutée et, in fine, dans la production de richesses durables. Je tiens à saluer la qualité de nos travaux qui nous ont permis de débattre des goulots d'étranglement qui affectent notre potentiel de croissance, de lister les leviers qui font permettre de les lever et de partager, in fine, une vision commune de l'industrialisation de notre pays pour bâtir une Côte d'Ivoire meilleure pour toutes les composantes de notre société. Pour le chef du gouvernement, l'heure est au travail vite et bien fait pour le bien-être des populations. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est choisir. Nous avons su au cours de ces 3 jours tout à la fois bien prévoir et bien choisir pour arrêter nos actions prioritaires 2021 et bâtir notre programme de gouvernement jusqu'en 2023.
Aujourd'hui, nous disposons d'un programme de gouvernement pour l'année 2021 que nous allons soumettre pour adoption lors du prochain Conseil des ministres. La mobilisation cohérente, constante et collective du gouvernement sur l'ensemble de ces sujets hautement stratégiques permettra à nos concitoyens de constater que nous sommes réellement au travail, en mission, au plus près de leur réalité quotidienne, dans l'unique objectif d'obtenir des résultats. Un suivi strict devra encadrer la mise en œuvre des résolutions de ce séminaire. Pour accélérer la transformation de l'économie ivoirienne, le gouvernement mise entre autres sur le secteur privé. La journée de ce vendredi lui a été consacrée au séminaire gouvernemental. L'État ivoirien veut insuffler une nouvelle dynamique de collaboration avec le patronat ivoirien pour booster notre économie, nous rapporte Mama Traoré. Le secteur privé, c'est 2/3 des investissements et 80% des emplois du pays. Un acteur de poids que ne saurait négliger le gouvernement dans sa stratégie de développement. Depuis 2011, l'État a au total initié 85 réformes en vue d'améliorer le climat des affaires, mais certaines préoccupations telles la fiscalité et l'accès à la commande publique demeurent. Alors, le président du patronat ivoirien veut croire que cette rencontre du 23 avril 2021 marquera un tournant décisif dans la relation État-secteur privé. Nous pensons que le premier grand succès de cette première journée dédiée au secteur privé sera de déboucher sur des réponses concrètes aux préoccupations urgentes exprimées par le monde des entreprises. Après les échanges sans phare que nous aurons sur différents points, de l'environnement des affaires aux questions structurelles et de gouvernance, il nous faudra passer des déclarations d'intention aux actes concrets qui démontreront qu'effectivement, un nouveau cap a été pris. C'est dire que les attentes du monde des affaires sont fortes et le chef du gouvernement entend y répondre dans le cadre de ce partenariat stratégique. Il y va, selon Patrick Hachi, de l'essor de l'économie ivoirienne. Notre ambition de permettre à la Côte d'Ivoire d'intégrer la classe des pays à revenus intermédiaires de tranche supérieure d'ici à 2030 exige de maintenir durablement un taux de croissance économique élevé et de créer plus de 8 millions de nouveaux emplois sur la décennie qui vient. Pour insérer socialement l'extraordinaire croissance démographique de notre population active. Cela nous commande, État et secteur privé, d'aller donc encore plus loin et encore plus vite. Nous connaissons, vous et nous, l'essence même de notre mission. Le cap est clair, la route est droite. Il s'agit en effet d'accélérer radicalement l'industrialisation de la Côte d'Ivoire afin de générer des emplois pour tous, de continuer à réduire la pauvreté en la divisant par 2 sur 10 ans et de développer une classe moyenne enfin majoritaire. Durant une journée, les deux parties vont discuter entre autres de l'état de la promotion des champions nationaux, de l'accès au crédit et de la transformation du secteur informel. Voilà, les lignes bougent au sommet de l'État. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara, était en visite à la centrale thermique d'Azito à Yopougon. C'est l'un des principaux producteurs d'électricité du pays. Il est allé s'enquérir des travaux d'extension et s'assurer surtout du bon fonctionnement des installations après les incidents survenus. Incidents qui ont entraîné, vous le savez, des perturbations dans la fourniture de l'électricité aux abonnés. Jean-Luc Bambo. Première sortie pour Thomas Camara depuis sa nomination à la tête du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Une visite des travaux de la phase 4 de la centrale électrique d'Azito de Yopougon. Un choix quelque peu forcé par la situation du moment. Il y a 2 jours, un incident est survenu sur une de nos grosses machines de production ici à Azito. Et cela a occasionné beaucoup de perturbations au niveau des populations. Et donc, nous sommes venus ici pour nous enquérir de la situation et nous assurer que les choses sont rentrées dans l'ordre. Au terme des échanges avec les responsables de la centrale et la visite des installations, le ministre s'est voulu rassurant à l'endroit des populations. Nous sommes heureux de constater que la machine est rentrée en production et que l'incident donc est clos.
Nous profitons donc du micro pour présenter toutes les excuses aux populations qui ont dû souffrir du manque d'électricité pendant cette période-là. Le ministre s'est réjoui de l'avancée des travaux de la 4e phase de la centrale, une extension qui permettra d'accroître l'offre d'énergie aux populations. Le chantier est bien avancé. Il est tenu par les équipes 24 heures sur 24, de sorte à respecter la date de août 2021 où cette nouvelle production rentrera et elle permettra de soulager définitivement l'équilibre offre-demande et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de rupture. Avec une puissance installée de 430 MW, soit 20% de la capacité nationale, la centrale d'Azito pourra atteindre les 710 MW à l'achèvement de cette 4e phase d'extension, ce qui permettra d'offrir aux populations une électricité abondante et de meilleure qualité. Voilà, je vous conduis un peu plus loin dans la région du Tchologo pour voir comment les agriculteurs s'imprègnent des effets des changements climatiques. La formation est initiée par le Conseil régional du Tchologo en collaboration avec la Sodexam. La rencontre présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birama Ouattara, vise à former les agricultrices et les agriculteurs, notamment sur les alertes précoces, l'adaptation et la gestion des risques climatiques dans le secteur agricole. Kader Sogodogo. La partie nord de la Côte d'Ivoire, notamment la région du Tchologo, fait partie des zones les plus vulnérables aux impacts des changements climatiques en Côte d'Ivoire. Diminution de la pluviométrie, réduction de la longueur des saisons culturelles qui engendre une perturbation des calendriers culturaux. Une situation qui désoriente les agriculteurs et agricultrices de la région du Tchologo. Pour remédier à cela, le Conseil régional, en collaboration avec la Sodexam, forme les agriculteurs sur les changements climatiques. La Sodexam, experte en la matière, est bien dans son domaine. Dans la région du Tchologo, l'économie repose essentiellement sur l'agriculture et sur l'élevage. Les variabilités du climat réduisent donc la productivité de nos agriculteurs et, de ce fait, ont un impact sur leurs revenus. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birama Ouattara, président du Conseil régional du Tchologo, en sollicitant cet atelier, se préoccupe du bien-être du monde agricole, de bonnes productions pour de meilleurs revenus. Bien que nous ne puissions empêcher les variations climatiques, nous pouvons donner les moyens à nos agriculteurs de s'y adapter. À ce stade de mon propos, je voudrais saluer l'expertise avérée des équipes de la Sodexam dont les preuves ne sont plus à démontrer. Jean-Louis Moulot, toutes nos félicitations et nos encouragements pour la manière dont vous dirigez cette société qui est très importante pour la Côte d'Ivoire. Présentation et échange. Participants et formateurs auront à cœur de donner le meilleur à la région du Tchologo. Alors, on lutte contre les changements climatiques, également contre les inondations. Un comité a été créé. Il est dirigé par l'Office national de la protection civile, ONPC. Le comité vient justement de tenir sa première réunion et de nouvelles dispositions ont été prises pour éviter les dégâts humains et matériels lors des pluies diluviennes. Les populations sont invitées à libérer les zones à risque. Evelyne Yoboué, Franco Adio nous en disent plus. 2020, les quartiers de la Riviera Palmeraie et la commune d'Anyama en proie à de fortes inondations. Des scènes qui risquent de se reproduire cette année si rien n'est fait. L'État décide donc d'agir. Quand je prends 2020-2018, il y a eu même des morts. Et cela est regrettable. On ne veut plus assister à ça. C'est pour ça que le ministre nous a instruit de réactiver ce comité interministériel qui a toujours existé pour prévenir les catastrophes. Et aujourd'hui, nous avons convié toutes les parties prenantes afin de réfléchir, voir comment éviter ces genres de catastrophes, comment éviter les décès, comment éviter ces situations vraiment regrettables. C'est pour ça que nous avons penché et nous allons faire des propositions supplémentaires à la hiérarchie. Une des causes fondamentales des inondations à répétition demeure l'incivisme des populations selon le directeur de l'ONAD. Sensibiliser davantage, laisser les zones à risque et le passage de l'eau de ruissellement sans oublier l'entretien des ouvrages de drainage. Ce sont quelques actions. Les zones à risque, il faut dégager de ces zones à risque
Oui, volontairement, on n'attend pas la catastrophe. Et sur les servitudes, nous avons entrepris les opérations de libération des ouvrages, des emprises. Vous voyez qu'il devient une activité à part entière de libérer les réseaux pour que l'eau circule. Nous avons entrepris ce que nous appelons les opérations pré-saison des pluies. Depuis 2014, nous depuis un an en arrière les actions qu'il faut faire d'entretien des ouvrages primaires, des ouvrages secondaires, et puis qui se termine généralement en mars. C'est un travail qui se fait, j'allais dire, en complément de ce que l'ONPC fait tous les jours. Nous avons, nous, des canaux à travers les mairies, à travers les préfectures, donc les préfets, à travers les organisations non gouvernementales qui travaillent avec nous, de concert avec nous, pour faire ce travail de sensibilisation au quotidien. Pour l'année 2021, les spécialistes annoncent de fortes précipitations et le pic ce sera pour le mois de juin. Alors on est tous prévenus, il faut libérer les zones à risque. Le gouvernement continue d'exprimer sa solidarité aux victimes de l'accident de circulation survenu sur l'axe Yopougon à Bobo dans la matinée d'hier. Après le ministère des Transports, c'est au tour de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté de visiter les blessés. Miss Belmondo Dogo est allée exprimer le soutien et la compassion du gouvernement aux accidentés et à leurs familles. Elle rassure, l'État assistera les blessés sans oublier toutes les familles endeuillées. On ne finit jamais d'apprendre, dit-on. Eh bien, des médecins spécialistes en ORL bénéficient d'une formation sur l'implantation cochléaire à l'hôpital Mère-Enfant, Dominique Ouattara de Bingerville. L'implantation cochléaire est une opération chirurgicale de l'organe auditif. Elle permet aux enfants âgés de 6 ans et plus et atteints de surdité de retrouver l'audition. Didier Nguesson. 23 enfants âgés de 6 ans au plus et atteints de surdité ont retrouvé l'audition grâce à l'implantation cochléaire, une opération chirurgicale de l'organe auditif. Cette opération pratiquée depuis un an au sein de l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville est un succès. Depuis 2 jours, une mission chirurgicale vient d'opérer 6 enfants. Elle forme également une 50aine de médecins orthophonistes et spécialistes en ORL, le but étant de faire de la Côte d'Ivoire la référence dans la prise en charge des déficiences auditives en Afrique subsaharienne francophone. L'épineux problème du dépistage de la surdité de l'enfant, dont l'enjeu est de favoriser une prise en charge et donc un diagnostic et une prise en charge thérapeutique précoce du jeune enfant et qui, sans notre intervention, ne pourra pas redonner la joie à sa famille de pouvoir un jour entendre la voix de ce bébé qu'ils ont vu naître. Cette formation est la base à toute chirurgie, d'autant plus que cette chirurgie d'implantation cochléaire est une chirurgie minutieuse qui est réalisée par des mains expertes. Grâce à vous et votre participation, nous avons eu une semaine enrichissante, intense, avec beaucoup d'échanges très promoteurs qui vont nous permettre de développer davantage nos différents projets et programmes d'implants cochléaires et aussi d'autres projets en coopération avec l'Agence de développement autrichienne. L'intervention en bloc opératoire est suivie en temps réel par les participants. En Côte d'Ivoire, environ 5 000 enfants naissent sourds chaque année. 200 000 autres ont une perte auditive invalidante. La formation de compétences locales en implantation cochléaire est un espoir. Et on se bat contre un autre mal, l'accident vasculaire cérébral. L'AVC est relativement connu des populations ivoiriennes. Et pourtant, cette pathologie constitue un problème de santé publique. Ce soir donc, le dossier Vide ici de ce 20h vous dévoile tout sur l'AVC, sa prévention, son traitement. Comment des ONG composées pour la plupart de victimes d'AVC s'organisent pour faire barrage à cette maladie? Comment des malades ont été sauvés grâce à la chirurgie carotidienne? AVC, prévention, traitement, un dossier réalisé pour vous par Walter Amadou Ouattara. Je vous invite à suivre. L'accident vasculaire cérébral, AVC, est plus ou moins connu des populations. Pourtant,
la maladie est très redoutée. Une dame dans mon quartier, elle a dormi la nuit, matin elle s'est réveillée, elle a eu la bouche qui est penchée. Elle n'arrivait plus à retrouver ses membres. Ce qui cause l'AVC, c'est un problème de cœur. C'est-à-dire, à force de trop penser, ça se manifeste comme quelqu'un qui perd conscience. Et ça te rend bobo aussi. Ce que je sais des AVC, c'est lié à l'alimentation. Il ne faut pas manger trop gras. Un AVC se manifeste quand le sang cesse d'irriguer le cerveau. Privé d'oxygène, les cellules du cerveau se détériorent, s'ensuivent les symptômes proprement dits de l'accident vasculaire cérébral. Il y a deux types d'AVC. Le premier type, c'est une obstruction de l'artère qui va irriguer le cerveau. C'est ce qu'on appelle accident vasculaire ischémique qui représente environ 80 à 85% de nos patients en hospitalisation. Le deuxième type d'AVC, c'est l'accident vasculaire hémorragique. C'est un éclatement du vaisseau. En décembre 2020, selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, le nombre de décès liés aux maladies cardiaques a augmenté de plus de 2 millions depuis l'année 2000 dans le monde. Cela pour atteindre près de 9 millions de décès en 2019. Les maladies cardiaques représentent 16% du total des décès, toutes causes confondues. Toujours selon des statistiques de l'OMS, les prévisions pour 2030 sont alarmantes, avec 12 millions de décès par AVC, 70 millions de patients ayant survécu à un AVC. C'est une maladie qui est grave. Elle est à l'origine de la première cause de décès chez la femme et la troisième cause de décès chez l'homme. Elle est également à l'origine de la première cause du handicap chez le sujet jeune. C'est une maladie qui survient à tout âge. En Côte d'Ivoire, des spécialistes estiment à 15 000 cas d'AVC par an. L'accident vasculaire cérébral constitue un problème majeur de santé publique, tant par le nombre de personnes atteintes que par les conséquences médicales, sociales et économiques. Hier, c'était polio qui fatiguait, qui paralysait. Aujourd'hui, c'est l'AVC qui te ramène à la case de départ. Mais c'est pas facile. Mais on n'a pas voulu être malade. Relativement à la complexité de cette question de santé publique, des organisations non gouvernementales s'impliquent dans la sensibilisation. C'est le cas ici avec l'ONG AVC Espoir, basée à Abidjan. Moi, j'ai fait l'AVC en 2009, à 35 ans quasiment. Et donc, c'est un sommet. Vous imaginez, à 35 ans, vous vous attendez à une éclosion professionnelle. C'est maintenant que vous entamez votre vie de femme. Vous êtes en pleine construction. Et c'est à cette étape de la vie que moi, j'ai fait un AVC. Donc, il m'a fallu, j'ai envie de dire, me trouver d'autres priorités, en fait. Me concentrer sur ma survie. Il faut savoir que quand vous faites un AVC, ce que vous étiez hier, vous ne l'êtes plus aujourd'hui. Vous devez réapprendre quasiment tout. Au niveau du traitement, les nouvelles sont bonnes pour les patients ivoiriens. On parle de plus en plus de chirurgie carotidienne. On peut prévenir un AVC en faisant une échographie de la carotide, ce qu'on appelle des troncs supraortiques. Donc cette échographie, on souhaite la démocratiser ici en Côte d'Ivoire pour pouvoir prévenir un AVC. Avec l'échographie, donc on met l'échographie sur l'artère du cou et c'est ce qui va permettre de savoir si l'artère est rétrécie ou pas. Si l'artère est rétrécie, il peut y avoir un AVC. Donc on a opéré 5 patients qui avaient des sténoses carotidiennes et on souhaite pérenniser et démocratiser ce genre de technique ici parce qu'on a déjà le plateau technique. Afin de voir de plus près l'atout de la chirurgie carotidienne, nous sommes autorisés à prendre part à un entretien avec une patiente ayant un rétrécissement de 80% de son artère carotide gauche. Ce rétrécissement peut causer un AVC. La patiente a souhaité garder l'anonymat. Il m'a expliqué donc qu'il va faire une anesthésie locale et puis c'est quelque chose qui ne dure pas longtemps. Et ça me donne de l'espoir. Plein de gens ont des AVC alors qu'on aurait pu prévenir. Donc si on peut prévenir, ça peut aider quelqu'un d'autre, c'est tant mieux. Le médecin traitant est plus que confiant. Les pourcentages de chance sont très élevés. L'intervention chirurgicale consistera chez une patiente éveillée
Donc réveiller pendant l'intervention chirurgicale à ouvrir l'artère du cou et à enlever cette plaque d'athérome. Nous en avons besoin pour 1 heure, 1 heure et demie. Et 2 heures après, la patiente remonte en chambre. Elle reprendra son déjeuner ou son dîner et voilà, dans des conditions tout à fait normales. Voilà, tout se passe bien. Voilà. Est-ce que ça va, madame? Ça va. Ok, super. Voilà, tout se passe très bien. Continue. L'intervention a été une réussite. Satisfaction totale pour le directeur de la structure médicale qui l'a accueilli. Donc aujourd'hui, nous avons le docteur Afif Gassani qui vient faire une opération de la carotide, qui était une première en Afrique de l'Ouest. Donc nous sommes très contents que cela se passe à la. Nous sommes aussi contents de la collaboration que nous avons avec le docteur Afif Gassani. 10 jours après l'opération chirurgicale, la patiente anonyme se porte bien. Pour quelqu'un qui a subi une telle opération, parce que c'était une opération majeure quand même, je me sens parfaitement bien. Juste quelques temps après l'opération, j'ai eu quelques remontées gastriques, mais ça c'est dû à l'anesthésie. Et puis, c'est pas la première fois. Avec mes opérations précédentes, j'ai eu le même effet. Donc, à part ça, tout est bien, je me sens très bien. En Afrique subsaharienne, les AVC représentent la 3e cause de mortalité et d'incapacité motrice dans les centres de neurologie. Les spécialistes de la lutte contre cette pathologie exhortent les populations à une consommation réduite du sel, à bannir le tabac, l'alcool, à éviter les situations favorisant le stress et la sédentarité, principale cause de l'hypertension artérielle. Une bonne hygiène alimentaire et comportementale équilibrée est fortement recommandée. Voilà, une bonne hygiène de vie est fortement recommandée. L'espoir renaît aussi avec la chirurgie carotidienne. L'AVC, prévention et traitement, un dossier signé pour vous par Walter Mado Ouattara. On ne baisse pas la garde dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 qui frappe l'humanité. Restons vigilants, le coronavirus continue de circuler. Ce vendredi 23 avril, on dénombre en Côte d'Ivoire 50 cas positifs sur 2072 échantillons prélevés, 28 nouvelles guérisons. Malheureusement, 2 décès enregistrés ce jour, 175 cas actifs, 113 224 personnes ont été vaccinées à ce jour. Faisons-nous tous vacciner, préservons notre santé et celle des autres, observons toujours les gestes barrières, ces gestes qui sauvent. L'inspection générale d'État, dont l'exemple, se mobilise pour la lutte contre la COVID-19. Une campagne de vaccination est ouverte à l'ensemble du personnel, nous témoigne Alexis Ouedraogo. C'est l'inspecteur général d'État lui-même qui ouvre la campagne. En une fraction de seconde, la première dose du vaccin contre la maladie à coronavirus lui est injectée. Pour Théophile Awandoli, le vaccin reste à ce jour un outil indispensable de la lutte. Vous savez qu'actuellement, il n'y a pas de médicament contre la COVID-19. Je crois que la seule possibilité d'arrêter cette pandémie, c'est vraiment la vaccination et bien sûr les mesures barrières. Donc j'invite tout le monde, tous les Ivoiriens à se faire vacciner. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il faut que tout le monde le fasse pour que cette pandémie soit boutée hors de la Côte d'Ivoire, hors de l'Afrique, hors du monde. Une opération saluée par le personnel de l'inspection qui sensibilise les plus sceptiques. Il faut qu'on se protège pour pouvoir protéger les autres. Je voudrais appeler, sensibiliser mes collègues donc, à se faire vacciner pour se protéger. C'est en mars dernier que la Côte d'Ivoire a commencé à administrer les premières doses du vaccin contre la COVID-19. À ce jour, un peu plus de 90 000 doses ont été administrées. Voilà, on se protège donc de ce virus mortel en se faisant vacciner et on reste encore plus solidaire. En ce mois de Ramadan, justement, 7 tonnes de riz et du sucre ont été distribuées à la communauté musulmane de Yopougon. Le don est du maire de cette cité, Gilbert Koné Kafana, un acte de partage et de solidarité et soulagement pour les fidèles musulmans de cette commune. On nous témoigne Jean Magagi. Les 2 fêtières de la communauté musulmane de Yopougon, à savoir le COSIM et le CODIS, ont reçu des vivres de la part du maire Gilbert Koné Kafana à l'occasion du mois de Ramadan.
Ce don est composé de riz et de sucre. Coulibaly Issifou, au nom du maire Gilbert Koné Kafana, a donné les motivations de cet acte de solidarité qui intervient après celui fait à la communauté catholique pendant le carême chrétien. Il a invité tous les guides religieux à prier pour un climat apaisé entre toutes les communautés de Yopougon. C'est ce message donc de paix, de cohésion sociale que nous sommes venus donner de la part du ministre d'État Kafana à l'ensemble de la communauté musulmane. La paix et la tranquillité pour que le développement qu'il a commencé depuis 2013 puisse continuer. Ce don nous va droit au cœur. Et ce don, je vous assure que ça sera, Inch'Allah, distribué comme il se doit, comme ils nous ont demandé. Ces 50 tonnes de vivres seront distribuées à environ 7000 familles musulmanes de la commune de Yopougon. À l'étranger au Tchad, le pays a rendu un ultime hommage à son président Idriss Déby. Il a été inhumé aujourd'hui. Le chef de l'État tchadien est décédé en début de semaine des suites de ses blessures après avoir participé au combat contre les rebelles dans le nord du pays. Plusieurs chefs d'État, dont le président français et Emmanuel Macron, ont participé aux obsèques. Lorgoretti, Michel Digré. 21 coups de canon pour saluer la mémoire du maréchal Idriss Déby, décédé mardi des suites de ses blessures après avoir participé au combat contre les rebelles du FACT. La dépouille mortelle du président tchadien est arrivée en milieu de matinée sur la place de la Nation. Sa famille biologique, politique, ses compagnons d'armes et des chefs d'État étrangers lui ont rendu un dernier hommage. Cher Idriss, vous avez écrit une page indélébile d'amitié entre le Tchad et la France. Et j'en porte le souvenir d'un ami. Une cérémonie d'obsèques marquée par la prise de parole de sa dernière épouse, Inda Déby. Maréchal du Tchad, désormais, vous êtes parti. Adieu pour toujours. Vous serez dans nos cœurs. Aidez-nous à ce que la joie demeure. La vie a décidé de votre départ. Et je dois vous dire au revoir. Le peuple tchadien vous a aimé et vous remet à Dieu. Après la prière prononcée dans la grande mosquée de N'Djamena, la dépouille d'Idriss Déby a été transportée à Amdiaras, son village d'origine, où il a été inhumé dans l'intimité familiale. Fin de ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Prenez surtout soin de vous. Je vous retrouve demain 20h.